L'année scolaire touchait à sa fin. J'étais maintenant reçu dans la famille au 99 rue Georges Clemenceau. La maison dont la mère de Joliane avait fait l'acquisition, après l'accident survenu à son mari, avait été rénovée peu à peu, et l'une des pièces de l'appartement, celle qui donnait sur la rue, avait été transformée en magasin. On entrait dans le magasin pour accéder au logement par une porte située au fond de la pièce. À droite du magasin, une porte donnait sur un réduit étroit qui servait de réserve. Madame Dutranois vendait des articles funéraires composés de plaques de différentes tailles et de couronnes de fleurs en plastique. La porte du fond, une fois franchie, on se trouvait sur une sorte d'entrée exiguë. Un escalier menait à 4 chambres situées à l'étage. Sous l'escalier, une porte permettait d'accéder à une échelle de meunier qui donnait accès à la cave. Face à la porte d'entrée, une autre porte débouchait sur une grande salle composée de 2 parties, la salle à manger et le salon, séparés du reste de la pièce par une banquette recouverte de diverses plantes d'appartement. Au fond, à gauche, de la salle à manger, une porte s'ouvrait sur une cuisine étroite. À l'autre bout de la cuisine, une porte permettait d'accéder à une petite salle de bain, et sur la gauche, une autre porte, positionnée à angle droit de la précédente, s'ouvrait sur une courette dallée occupée en partie par 2 massifs de fleurs. En hauteur, un grand séchoir de la dimension de la cour, muni d'un mécanisme avec manivelle, permettait de faire sécher le linge à bonne hauteur en profitant du soleil. L'intérieur de la pièce principale était meublé avec goût de meubles et d'objets anciens, certains de style Louis XV. Madame Dutranois avait chiné tous ces meubles dans une salle des ventes, située à 2 maisons de la sienne, dans la rue Georges Clemenceau. Un jour où j'étais présent, je fis la connaissance de Jacques, le demi-frère de Joliane, et de sa femme Françoise. Comme je l'ai indiqué dans un chapitre précédent, il était gendarme. Ses rares venues étaient plus dictées par des visites d'intérêt que par une réelle affection pour son père. Sa femme était une belle garce. Elle me mit très mal à l'aise. Lors de notre première rencontre, alors que nous étions assis tous les 3 sur le canapé, elle s'est permise de me draguer avec insistance devant tous les membres de la famille présents dans la pièce. Elle alla même jusqu'à poser sa main sur ma cuisse et fit pression pour mieux insister sur ses intentions à mon égard. Aurait-elle souhaité créer un incident entre nous qu'elle ne s'y serait pas prise autrement? La mère du père de Joliane, Georgette, habitait également avec la famille. C'était une femme autoritaire dont les avis étaient respectés de tous. Elle avait notamment une grande influence sur sa petite-fille. La maman, Gaby, était une femme qui avait également une assez forte personnalité, et il lui fallait beaucoup de doigté pour ne pas froisser la grand-mère qui aurait volontiers imposé ses désirs ou ses volontés à toute la famille. André, le papa, était très handicapé depuis son accident. Il souffrait énormément malgré les médicaments censés le soulager. Il lui arrivait même, par période, d'avoir des difficultés pour se déplacer. Gaby, comme j'ai eu l'occasion de le dire, était la fille aînée de la famille Albert. Cette famille nombreuse était une famille d'ostréiculteurs. Gaby avait travaillé à la cabane, lorsqu'elle était jeune. Les grands-parents habitaient le bourg de Bourse-Franc, dans la partie appelée le Chaput, située tout près de la mer, face à l'île d'Oléron. Le grand-père était maintenant à la retraite, et c'est le plus jeune de ses enfants, son fils Marcel, qui avait repris la concession. Il exploitait les parcs à huîtres. Il avait fait construire sa maison sur le terrain où se situait la maison familiale. Leur cabane, qui permettait l'exploitation de la concession, était située tout au bout de la langue de terre que l'on appelait la pointe du Chaput, là où le bac permettait aux touristes de s'embarquer pour la traversée vers l'île d'Oléron.
Le pont actuel n'existait pas encore. En réalité, il y avait 2 bacs. Le premier accostait au bout d'une digue. Elle avançait suffisamment loin en mer pour permettre l'embarquement quelle que soit l'heure de la marée. Le second, de taille très modeste, ne permettait d'embarquer que 2 voitures à la fois. Il servait surtout, à marée haute, pour accéder au fort Louvois, situé dans le bras de mer séparant Oléron de la côte. Ce fort n'était accessible à pied qu'à marée basse. Il n'y avait pas de quai d'embarquement et monter les voitures sur le bac était quelquefois périlleux. La cabane de la famille Albert était particulièrement bien située. Elle était face au terminal de la ligne de chemin de fer SNCF, où les trains de marchandises venaient chaque fin d'année, juste avant les fêtes de Noël et du jour de l'an, assurer le transport des nombreuses bourriches préparées par les ostréiculteurs et expédiées dans l'ensemble du pays. À la belle saison, tout au bout de ce terminal, à 20 mètres de leur cabane et en bordure de la route qui donnait accès à la digue, la famille Albert installait chaque jour un étal abrité d'un parasol et s'adonnait à la vente des huîtres. Malgré la présence de nombreuses autres cabanes, ils étaient les seuls à pratiquer cette vente en direct. Les nombreux touristes qui venaient en voiture voir la mer ou visiter le fort Louvois pouvaient ainsi faire leurs provisions avant de repartir vers d'autres horizons. Marcel, que l'on appelait le Grand Zézé, à cause de sa taille, avait également trouvé le moyen d'attirer de nombreux acheteurs. Il s'était mis en cheville avec les chauffeurs des cars de touristes qui transportaient les vacanciers dans l'île. Au retour, les cars s'arrêtaient juste devant le banc. Cela leur permettait de prendre des photos du paysage et également d'acheter quelques douzaines d'huîtres avant le retour à la maison. La femme de Zézé, qui tenait le banc, n'oubliait pas, à chaque arrêt, de remercier le chauffeur en lui offrant quelques douzaines. Le commerce était prospère. Les touristes payaient les huîtres au prix affiché en magasin. C'étaient des huîtres de parc qui n'avaient même pas séjourné en clair. Comme il n'y avait pas d'intermédiaire, le profit était maximal. Le seul avantage pour les acheteurs, c'était la fraîcheur. Les huîtres sortaient directement du bac de dégorgement, situé en mer au pied de la cabane. La famille Albert, durant toutes ces années, écoulait toute sa production en vente directe. Cela représentait un gain réel par rapport au prix auquel les autres ostréiculteurs pouvaient négocier leurs huîtres auprès des grossistes. Le grand-père Albert avait également trouvé le moyen de se payer le tabac qu'il consommait en roulant ses cigarettes. Il allait sur la plage, ramasser des galets, des étoiles de mer et toutes sortes de coquillages. Il récupérait également des hippocampes qui s'étaient pris dans les mailles des filets des pêcheurs dont les bateaux étaient amarrés dans le port de pêche, situé juste de l'autre côté de la route. Une fois séchés, les étoiles de mer, les hippocampes, les coquillages et les galets étaient peints et vernis, et ils étaient vendus comme souvenirs. Le prix là était modique, mais cela suffisait au grand-père pour se payer sa consommation de tabac, ou pour aller boire un canon au bar du terminus qui se situait de l'autre côté de la rue, juste devant le petit port de pêche. Cette activité lucrative dura jusqu'à la construction du pont permettant de relier l'île d'Oléron au continent en 1966. À partir de cette date, petit à petit, d'autres ostréiculteurs eurent l'idée d'installer des cabanes pour y vendre leur production tout le long de la route permettant d'accéder au pont. Aujourd'hui, leur nombre est tel que plus personne ne bénéficie de cette manne. La plupart sont situés en bordure d'éclairs. Les touristes qui se rendent à la pointe du Chaput ou dans l'île d'Oléron ont tout loisir de s'approvisionner à l'un des nombreux points de vente. J'étais maintenant bien accepté dans la famille. La réputation de Michel ne m'avait pas porté préjudice. Ma blessure sentimentale s'était peu à peu estompée. Michel n'occupait plus qu'occasionnellement mes pensées. Je reprenais goût à la vie. Il fut décidé qu'il serait bon d'officialiser notre relation par des fiançailles. La date fut fixée. Elles allaient se dérouler un dimanche dans la maison de ma reine. Nous allions pouvoir, ainsi,
partirent en vacances dans l'Oise, dans la famille du père de Joliane. La famille de Georgette, la grand-mère, était d'origine belge et exploitait des fermes dans la région de Méru, près de Beauvais dans l'Oise. Les de Coninck étaient également issus d'une famille nombreuse. Ils étaient céréaliers et ils bénéficiaient à plein de la politique agricole commune. Les subventions que les agriculteurs touchaient les avaient favorisés. Ils affichaient un train de vie sans commune mesure avec le reste de la population. Les fermes étaient d'une grande superficie. Elles étaient très mécanisées. Les frères de Coninck s'entendaient à merveille et avaient mutualisé leurs achats, ce qui leur permettait également de rentabiliser au mieux leurs investissements. Au moment des moissons, plusieurs moissonneuses-batteuses se suivaient dans le champ, décalées les unes par rapport aux autres, et permettaient en un temps record la récolte du blé. Le plus âgé des frères, propriétaire de la plus grande des propriétés, n'hésitait pas à faire étalage de sa réussite. Rien n'était trop beau. Il s'était fait construire un superbe pavillon meublé avec du mobilier de valeur et il roulait en Mercedes. Il affichait un mépris marqué pour les fonctionnaires et leurs salaires qu'il estimait misérables. À part cela, nous avions été bien reçus dans la propriété de la grand-mère, une sœur de Georgette, à Resson-l'Abbaye. Elle était exploitée par Roger, un de ses fils. Nous y avons passé une quinzaine de jours de vacances avant de reprendre le chemin des Charentes.